Bonjour à tous et bienvenue à la Maison de l'Expatriation. Je suis ravie de vous accueillir ici aujourd'hui. J'en profite aussi pour saluer toutes les personnes qui sont en ligne et qui sont avec nous aujourd'hui. Merci pour votre présence. Donc en fait, la Maison de l'Expatriation, c'est un lieu qui est dédié à l'expatriation pour vous aider à concrétiser vos projets de départ à l'étranger. Et donc on est ouvert ici du lundi au samedi de 10h à 19h et on peut vous recevoir pour discuter en individuel de votre projet. Et en parallèle de ça, on a aussi des conférences comme celle d'aujourd'hui, mais on va en avoir d'autres. On a environ 2 ou 3 conférences, 2 ou 3 événements par semaine. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à regarder les différents sujets qui vous intéressent. Et puis à consulter surtout notre site internet Maison de l'Expatriation. Vous avez une rubrique événements et on ajoute au fur et à mesure les événements auxquels vous pouvez vous inscrire, voilà, qui sont complètement gratuits. Donc soit ici dans la Maison de l'Expatriation, soit en ligne aussi. Et donc, le sujet de notre conférence du jour, c'est la retraite. Et donc, je suis accompagnée aujourd'hui d'Éric Pavie, de la CFE, qui est juste là, de Françoise Julien de Gast, de la CNAV, et d'Alexis de Saint-Albin, de Malakoff Humanis. Voilà, merci d'être là, merci d'être avec nous, et bonne conférence à tous. Merci, donc bonjour à tous ceux qui sont dans la salle et tous ceux qui nous suivent à distance, qui sont quelques centaines a priori, donc c'est plus nombreux à distance que dans la salle. J'espère que pour ceux qui sont à distance, vous arrivez à voir la présentation et à bien nous entendre. Voilà, sinon vous pouvez interagir avec nous sur le chat. Tout au long de la présentation, pour ceux qui sont à distance, vous pouvez aussi poser des questions sur le chat. On répondra aux questions à la fin, alors à la fois aux questions de ceux qui sont dans la salle et aux questions posées à distance. De préférence, bien sûr, des questions d'ordre général, pas des cas particuliers qui ne peuvent pas être traités là dans cette conférence. Voilà, donc le thème de la conférence, vous l'avez compris, c'est la retraite à l'étranger, mais sous l'angle préparer sa retraite alors qu'on est à l'étranger. C'est un sujet important de protection sociale. On part s'installer, vivre à l'étranger. Qu'advient-il de sa pension de retraite française future? Et comment fait-on pour la préserver? Donc c'est sur ce sujet dont on va vous parler. On a une présentation d'à peu près 25 minutes et puis on répondra à vos questions. Donc on est 3 effectivement. Donc pour ma part, Éric Pavie, directeur de la Caisse des Français de l'étranger. Françoise Julien de Gast s'occupe de la relation assurée à l'étranger, donc spécifiquement de ces assurés à l'étranger à la CNAV. Et Alexis de Saint-Albin, qui est directeur du développement international chez Malakoff Humanis. Donc on va vous faire donc une présentation à 3 voix. On va commencer par rappeler les fondamentaux, on va dire, du système de retraite en France, avant d'expliquer comment, depuis l'étranger, on peut continuer à bénéficier de ce dispositif. Voilà, donc je vais laisser la parole à Françoise pour aborder donc la présentation du système français de son premier étage, le régime de base. C'est ça. Bonjour à tous, donc, à distance ou en présentiel. Effectivement, je suis responsable du pôle relations avec les assurés de l'étranger, donc pour les assurés qui ont cotisé en France, qui sont à l'étranger, qui souhaitent préparer leur retraite depuis l'étranger, ou ceux qui sont partis vivre leur retraite à l'étranger alors qu'ils ont travaillé en France. On a ces 2 cas de figure. Donc effectivement, moi je vais vous rappeler un petit peu comment est constitué le régime de retraite français. Donc la structure du système de sécurité sociale dont nous faisons partie, il y a 6 branches, dont 4 branches principales. Il y a la branche maladie que tout le monde connaît, qui est donc déclinée en caisse primaire d'assurance maladie quand vous avez besoin de remboursement en maladie en France. Il y a la branche famille qui gère donc tout ce qui est les caisses d'allocation familiale et donc tous les revenus liés aux caisses d'allocation familiale, allocation logement pour enfants, à la naissance. Il y a le recouvrement qui est l'URSSAF, en fait, qui récupère toutes les cotisations et qui les redispatche dans chaque branche. Et la branche retraite que je représente aujourd'hui,
c'est donc l'assurance retraite, la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui est l'organisme chargé des retraites des salariés du privé et des travailleurs indépendants, puisque nous avons intégré l'ex-RSI, qui étaient les travailleurs indépendants, c'est-à-dire les commerçants et les artisans, et les contractuels de droit public, c'est-à-dire tous ceux qui sont fonctionnaires mais non titulaires, ils cotisent également auprès de notre régime. Et notre tête de réseau, c'est donc la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et nous avons en région 15 CARSAT, des caisses régionales, qui traitent les dossiers avec les départements particuliers. Et nous avons en Outre-mer les caisses générales de sécurité sociale, les CGSS, donc au nombre de 4 dans les DOM, plus une à Mayotte. Voilà, alors le système de retraite français est très particulier à la France. C'est vraiment une mosaïque de régimes. Aujourd'hui, moi, je vous parle du régime de base, du régime général, qui est le régime le plus important. Et nous sommes basés sur un système de répartition, à l'inverse des fonds de pension, comme on pourrait avoir dans certains pays, ou même en France, hein, ça existe aussi. Donc, le système par répartition, ce sont les contributions qui sont payées par les employeurs et les salariés tous les mois sur les salaires, aujourd'hui, qui sont reversées tous les mois aux retraités, qui sont déjà à la retraite. Et nous versons également les retraites du RSI, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, le RSI a rejoint le régime général depuis janvier 2020. Donc vous pouvez voir dans dans le cercle tous les régimes qui existent, parce que nous avons effectivement le régime général qui est le plus important, mais nous avons au-delà de ça 35 régimes de retraite, et c'est vraiment spécifique à la France, c'est vrai qu'on en a beaucoup. Ce sont des régimes qui se sont constitués avec l'histoire de la France, qui sont pour certains les marins, les agricoles, les rats de l'opéra, enfin on a des régimes par corporation, et ça demeure encore aujourd'hui. Donc, lorsque vous cotisez en France, c'est ce que je vous disais, les actifs cotisent tous les mois à la retraite, à la vieillesse, pour payer les retraites d'aujourd'hui. Donc, si vous êtes un travailleur actif, vous avez donc vos cotisations qui sont reversées pour la retraite de base sur votre relevé de carrière, et votre relevé de carrière, vous en avez qu'un, chaque personne en a qu'un, sous un numéro de sécurité sociale qui lui est propre. Il n'y a qu'un seul numéro de sécurité sociale par personne. Il ne se prête pas le numéro de sécurité sociale. Et également, vous cotisez à la GIRCARCO. Mais Alexis reviendra sur les retraites complémentaires. Et ces cotisations donc constituent ce qu'on appelle un relevé de carrière, avec vos salaires qui sont reportés année par année. Alors, je vais vous parler du calcul de la retraite. Il y a une formule, c'est un petit peu complexe, mais je vais essayer de simplifier. Et il y a des paramètres qu'il faut connaître. Donc, pour calculer une retraite, on prend ce qu'on appelle, là, on fait la moyenne des 25 meilleures années que l'on trouve sur le relevé de carrière. On les actualise. Donc, en fait, on actualise toutes les années sur le relevé de carrière, avec des coefficients de revalorisation selon la date à laquelle on part à la retraite. Et toutes ces années où on a travaillé, 40, 45 ans, on va prendre les 25 meilleurs. On va les additionner et on va faire une moyenne. Ensuite, on va appliquer un taux. Donc ce taux, il est compris entre 37,5 et 50%.
il n'y a pas de taux de 100%, ça n'existe pas. Hein. C'est entre 37,5 et 50%. Je vous expliquerai après comment on peut obtenir le taux de 50% pour ne pas avoir de décote. Et la troisième composante, c'est donc le nombre de trimestres, la durée d'assurance au régime général et dans certains régimes français, sur le nombre de trimestres pour la durée exigée selon la génération. Vous savez, on vient d'avoir une réforme et le nombre de trimestres a encore augmenté. Donc il faut, selon l'année de naissance, si vous voulez les connaître, les tableaux, savoir le nombre de trimestres nécessaires. Une fois qu'on a fait cette opération, on obtient un montant annuel qu'il faut diviser par 12 pour avoir un montant mensuel. Donc, pour ce que je vous disais, le salaire annuel moyen ou le revenu annuel moyen pour les indépendants, il est calculé au premier, il y a un plafond. On ne peut pas cotiser pour le régime de base à la sécurité sociale au-delà du plafond. Donc le plafond au 1er janvier 2024, par mois, il est de 3 864 € et sur l'année, ça fait donc 46 368 €. On ne peut pas cotiser au-delà de ce montant-là. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des coefficients de revalorisation qui sont appliqués sur les 25 meilleures années. Et ces 25 meilleures années, on les prend en compte depuis les années de naissance 1948. Donc maintenant, tout le monde, parce que les années 48 ont déjà pris leur retraite depuis un moment. Donc maintenant, tout le monde est sur les 25 meilleures et non pas les 25 dernières, comme certains pourraient croire. Les 25 dernières peuvent être les 25 meilleures, mais on prend sur toute la carrière. Et quand nous n'avons pas 25 ans, si on n'a que 10 ans, une personne qui n'a cotisé que 10 ans, on ne le prendra que sur les 10 ans, que sur ce qu'on a. Alors sur votre relevé de carrière, vous avez un nombre de trimestres validés. Donc ce nombre de trimestres validés, il comprend donc, évidemment toutes les périodes cotisées en tant que salarié, mais également vous pouvez avoir des périodes assimilées. Vous avez été en maladie, vous avez été en invalidité, au chômage, vous avez fait votre service militaire, on peut valider des périodes assimilées, c'est-à-dire uniquement des trimestres. Il n'y a pas de salaire. Quand vous êtes au chômage, vous ne cotisez pas à la retraite. On vous valide seulement des périodes, des trimestres, qui viendront s'ajouter à ceux qui sont déjà cotisés. Et on peut aussi vous ajouter ce qu'on appelle des majorations pour enfants. On donne pour chaque enfant 4 trimestres qui sont validés au titre de la maternité. Donc ça, on le donne aux femmes, évidemment, puisque ce sont quand même les femmes qui font les enfants. Donc on leur donne systématiquement 4 trimestres par enfant pour les femmes, mais auxquels peuvent s'ajouter 4 trimestres au titre de l'éducation. C'est-à-dire que si cette dame a élevé ses enfants pendant 9 ans avant leur 16e anniversaire, on peut ajouter 4 plus 4 trimestres, ça fait 8 trimestres par enfant. Donc ça majore quand même le nombre de trimestres et c'est pris dans le calcul de la retraite. Nous pouvons aussi, donc, comme je vous le disais, pour le calcul, prendre les trimestres validés au titre des autres régimes de base français, donc agricoles, les indépendants, les fonctionnaires. On va échanger avec les autres régimes pour leur demander leur nombre de trimestres de façon à ce que ça puisse compter dans le calcul du taux. Parce que pour avoir le taux de 50%, qui est le taux maximum, il faut arriver à obtenir toutes ces périodes ajoutées donc, et des autres régimes, le nombre de trimestres nécessaires selon la génération, selon l'année de naissance.
plus vous vous en approchez, voire si vous la dépassez, plus votre taux sera important. Si vous n'arrivez pas au nombre de trimestres exigés selon l'année de naissance, vous aurez ce qu'on appelle une décote, un taux réduit, que vous êtes libre d'accepter ou d'attendre 67 ans, par exemple, pour avoir le taux de 50%, le taux maximum d'office. Donc, si vous cotisez à la CFE, l'intérêt, alors, ça je parle pour les gens qui ont un projet d'expatriation et qui vont travailler à l'étranger. Donc il faut savoir que nous avons des accords avec certains pays où nous pourrons prendre les trimestres qui sont validés dans l'autre pays pour le calcul du taux. Ça viendra s'ajouter au trimestre du régime général. En revanche, si vous allez dans un pays où il n'y a aucun accord, eh bien là, vous avez tout intérêt à cotiser à la Caisse des Français de l'étranger, parce que si vous cotisez à la Caisse des Français de l'étranger, non seulement, puisque c'est une caisse de sécurité sociale, non seulement vous allez cotiser comme si vous n'étiez jamais parti de la France, c'est-à-dire comme si vous aviez toujours été salarié en France, donc ça va compter pour vos salaires dans votre relevé de carrière. Pour nous, ce sera complètement transparent, mais ça va également compter pour le calcul du taux, c'est-à-dire que les trimestres que ça va vous faire en plus compteront pour le calcul du taux. Ça vous donnera quand même un plus par rapport, sinon vous aurez un grand trou. Hein. Si vous ne cotisez pas et qu'il n'y a pas d'accord avec l'autre pays, vous aurez un grand trou. Donc voilà, on prendra les questions tout à l'heure si vous en avez. Je vais laisser la parole à Alexis. Merci, bonjour, Alexis de Saint-Albin. Je vais vous parler de la retraite complémentaire. Alors, la retraite complémentaire du salarié privé a son mode de calcul, on va voir, mais on est aussi dépendant du nombre de la carrière validée par le régime de base. Donc, c'est d'autant plus important d'avoir une carrière complète pour avoir aussi une pension complète au régime Gérard-Co. On a vu tout à l'heure que dans les pays qui ont une convention de sécurité de la France, on pouvait faire valider les trimestres. Donc, je vais prendre deux exemples. Vous avez travaillé en France et dans un ou plusieurs pays de l'Union européenne. Et bien, la sécurité sociale française comptera tous les trimestres travaillés dans chaque pays de l'Union européenne, si vous avez travaillé un minimum, évidemment. Donc, vous aurez la carrière complète. Et bien après, c'est chaque pays de l'Union européenne qui vous versera sa pension selon son calcul. Si vous avez travaillé dans un pays qui a une relation bilatérale, par exemple aux États-Unis, eh bien on additionnera les trimestres France et les trimestres aux États-Unis, et les États-Unis verseront au prorata une pension américaine. Là où il y a une difficulté, c'est dans les pays qui n'ont pas de convention, là, trou de carrière, rien sur votre relevé, ou si vous allez dans plusieurs pays avec convention, il n'y a pas totalisation des périodes. Donc, la première expatriation dans un pays où il y a une convention, ça va. Si on va dans un autre pays et que ce n'est pas l'Union européenne, là, il risque d'y avoir un trou de carrière et c'est là où il faut regarder. Non. Mais il faut faire du cas par cas, donc c'est en fonction de votre carrière et du pays dans lequel vous allez aller qu'il faut voir s'il faut ou pas cotiser. Bon, maintenant, je vais vous parler des régimes Agirc-Arrco. Avant ça, un mot sur le groupe Malakoff Humanis, pour lequel je travaille. Malakoff Humanis, c'est ce qu'on appelle un groupe de protection sociale qui fait deux choses, qui a une première mission dite de service public, puisque nous gérons les régimes complémentaires des salariés privés, qui est un régime obligatoire, mais pas, qui est privé mais qui est obligatoire, qui est géré par les partenaires sociaux, donc les syndicats, le syndicat patronat. Et puis nous avons une deuxième activité qui est l'assurance de personnes, et c'est les assurances de santé et de prévoyance. La particularité de Malakoff Humanis, c'est que nous sommes un groupe à but non lucratif. On ne rémunère pas. Alors, l'Agirc-Arrco, c'est forcément un but non lucratif, c'est de la retraite. Et on va le voir, c'est aussi par répartition. Mais en santé et prévoyance, on est aussi à but non lucratif, on ne rémunère pas d'actionnaires. Et paritaire, puisque, comme je l'ai dit, notre conseil d'administration, ce sont les syndicats et les représentants des employeurs. Et alors, pourquoi Malakoff Humanis est là? Puisque Malakoff Humanis gère la caisse de retraite dédiée aux salariés qui s'expatrient. Donc, on va le voir avant. Deux mots sur le régime Agirc-Arrco. Il a été créé en 1947, après le régime de base universel de la Sécu. Parce que, comme vous l'avez vu, on cotise jusqu'au plafond de la Sécu.
et au-dessus, on ne cotise pas. Donc d'abord, ce sont les cadres qui sont mis autour de la table en disant, bah, nous, on a un salaire supérieur, on n'a pas de retraite. Donc les représentants des salariés et des employeurs se sont mis d'accord et ils ont créé la caisse des cadres, la GIRC, en 1947, sur un fonctionnement que je vais vous expliquer. Quelques années d'après, les non-cadres ont dit la même chose parce que les pensions du régime de base n'évoluent pas aussi vite que les salaires. Et donc c'est pour ça que maintenant on a deux étages, on a la retraite de base et on a la retraite complémentaire. Alors avant il y avait la GIRC d'un côté, l'ARCO de l'autre, ils se sont rapprochés, ils ont fusionné, maintenant c'est un régime de retraite, mais on a gardé les noms, AGIRC-ARCO. Voilà. Un équilibre technique dans la durée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est depuis 1947, l'ARCO et la GIRC et le régime des retraites du salarié du privé, elle équilibre ses comptes, elle n'a pas de déficit et elle a un pilotage dans la durée de son activité. Voilà, deux petits chiffres pour vous donner une idée de ce que représente la retraite complémentaire. Pour un salarié non cadre, eh bien, en moyenne, c'est une moyenne, les 2/3 viendront du régime de base, du régime de la Sécu, et 1/3 du régime AGIRC-ARCO. Comme le régime de base est plafonné, bah pour les cadres, c'est l'inverse. Il va plus avoir de pensions venant de l'AGIRC-ARCO. Donc, plus on a un CRA élevé, plus c'est l'AGIRC-ARCO qui va venir apporter le gros de la pension. Et bah pour un salarié cadre, c'est un peu l'inverse. C'est entre la moitié et les 2/3 de sa pension qui viendra de l'AGIRC-ARCO et le reste du régime du base. Évidemment, ça dépend du salaire qu'on a eu toute sa carrière. Hein, la carrière, la retraite, ça se construit dans le temps. C'est pas 3 ans avant sa retraite qu'on va dire ah bah tiens, il faut que j'y pense. Et ben ça vaut pour le régime de base, ça vaut pour le régime complémentaire. Même quand on a 25 ans ou 30 ans, c'est bien de penser à sa retraite pour pas se dire à 65 ans ah bah j'ai pas de revenu de remplacement pour ma retraite. Voilà. Donc c'est un régime de solidarité qui est la définition d'un régime par répartition de solidarité intergénérationnelle. Ce sont les actifs d'aujourd'hui qui financent la retraite des retraités, comme pour la retraite de base. Donc, pareil, les employeurs payent des cotisations, les salariés aussi. Et puis ça arrive à l'AGIRC-ARCO et l'AGIRC-ARCO redistribue aux salariés, aux retraités. Donc, c'est aussi un régime de solidarité qui va donner des droits gratuits en cas d'accident de la vie, comme pour le régime de base, en cas d'invalidité, en cas de chômage, en cas de période comme ça. Et puis, c'est un régime aussi de solidarité pour le conjoint survivant. Donc, le conjoint, il va pouvoir bénéficier, sous certaines conditions, d'une réversion de son conjoint décédé dans un certain nombre de cas. Voilà. Donc, ce n'est pas une retraite que pour soi, c'est aussi une retraite pour le conjoint. Alors, selon certaines règles, il faut avoir été marié, bien sûr, et puis avoir vécu un minimum de temps ensemble pour avoir la portion de retraite. Voilà. Alors, les cotisations en France sont payées à 60% par l'employeur, à 40% par le salarié. Enfin, à quelques pourcents près, ça peut changer, mais en gros, c'est ça. Voilà. Donc, on verse des cotisations aux caisses de retraite. Les caisses de retraite, tous les ans, convertissent les cotisations en points. Le fameux régime par points dont on parlait quelques années, mais il existe, il est là. Depuis 1947, il existe. Et on va, dans toute sa vie, accumuler des points. Donc, chaque année, on a versé les cotisations, ou son employeur, on les convertit en points. Donc, une année, on a 300 points, une année 400, une année 500, enfin, en fonction de son salaire, puisque c'est proportionnel au salaire. À la fin de sa carrière, on va additionner tous les points. Voilà, j'ai acquis 3000 points. On va la multiplier par la valeur du point et ça va nous donner le montant de la pension de la retraite complémentaire. Ces 3000 points, on peut les acquérir en 10 ans si on a eu des gros salaires, en 40 ans si on a des salaires plus bas. J'ai 3000, mais au hasard, c'est peut-être 5000, c'est peut-être 10 000, une mode de retraite, j'ai pas ça en tête. Mais voilà comment ça fonctionne, le système par points. J'ai pas mis à jour malheureusement, mais je le ferai, je l'ai mis dans les autres diapos. Là, on multiplie par la valeur du point. En 2023, il était de 1,35, il est un tout petit peu plus de 1,40 et quelques chaque année. Chaque année, la valeur du point augmente. Et donc, ça revalorise aussi les pensions des retraités. Voilà, donc c'est super simple. Voilà, alors la liquidation des droits, c'est quand je prends ma retraite, comment ça se passe. Donc, on prend en compte la durée du régime de base. C'est avoir une durée complète pour avoir les droits complets auprès de l'AGIRC-ARCO. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et puis, on peut minorer ou majorer si on n'a pas
la durée qu'il faut, ou si on a travaillé un peu plus. Voilà. Voilà comment ça se passe en France. Et à l'étranger, bah, ça va être un peu la même chose, on va pouvoir cotiser, mais à titre volontaire. Bon, ça c'est les cotisations. Bah, on cotise jusqu'à 8 fois le plafond de la sécurité sociale. Voilà. Donc les personnes qui malheureusement touchent plus que 371 000, bah, elles ne cotisent pas en régime Agirc-Arrco. Je pense qu'ils ont de quoi mettre de côté. Et ensuite, bah, voilà, vous avez un certain nombre de paramètres de cotisation ici. Voilà. Alors là, je vous ai mis quelques données pour visualiser un peu combien ça coûte la pension, parce que la retraite Arco-Agirc, elle coûte assez cher, elle est surtout payée par l'employeur. Et puis, combien ça rapporte, si je puis dire. Donc là, j'ai mis 3 salaires. Vous avez la cotisation annuelle totale à chaque fois, combien l'employeur paye, ou combien vous payez si vous êtes expatrié et vous n'avez pas d'employeur qui paye pour vous, parce que dans ce cas-là, c'est à vous de tout payer. Alors, cette cotisation annuelle totale, elle inclut la part employeur et la part salarié quand on est en France. Voilà. On a le nombre de points Agirc-Arrco qui sont calculés tous les ans sur cette base, et en multipliant par la valeur du point dont j'ai parlé tout à l'heure, on a la pension annuelle. Et puis j'ai fait un petit calcul qui est le ratio entre la pension qu'on perçoit par an et ce qui a été payé. Donc on voit, on est aux alentours de 4,5-5% sûr, sans risque. Ça par rapport à un régime par capitalisation. Vous pouvez avoir des rendements plus importants, mais forcément plus risqués. Alors bien entendu, c'est un calcul théorique, puisque j'ai pris la cotisation 2024 avec la valeur du point 2024, mais la valeur du point, c'est celle que vous aurez quand vous partirez à la retraite dans 5, 10, 1, 10, 20, 30, 40 ans. On ne sait pas. Donc on ne sait pas quelle sera la valeur du point à l'époque, mais elle augmente tous les ans, grosso modo, sur un calcul qui peut un peu changer, mais grosso modo, en fonction de l'inflation, ou un tout petit peu en dessous. Hein, ces dernières années, la revalorisation était un peu plus faible que l'inflation, un point de moins, pour que les régimes équilibrent leur compte entre les cotisations qu'on verse et les cotisations qu'on encaisse. Voilà. Alors, c'est les paramètres, c'est bien les paramètres 2024, je n'ai pas tout mis à jour. Et voilà, je repasse la parole à la CFE pour savoir comment on cotise au régime de base quand on est à l'étranger. Merci Alexis. Oui, donc on a bien, je pense, expliqué le panorama de comment ça fonctionne en France. Donc maintenant, dans cette dernière partie, on va se focaliser sur comment ça peut fonctionner donc pour les expatriés pour continuer à bénéficier de ce système. Alors, je vais vous parler de ce que propose la CFE donc pour la partie régime de base, donc celle qu'a présentée Françoise. La CFE, je rappelle juste en introduction, je pense que vous connaissez, mais c'est la Caisse des Français de l'étranger. C'est donc une caisse de sécurité sociale, un organisme comme une caisse primaire d'assurance maladie, comme une CAF, qui est placée sous tutelle de l'État. Hein, et dont les textes qui réglementent l'activité de la CFE sont dans le Code de la sécurité sociale. Voilà, donc une activité pour laquelle on est bien connu, c'est l'assurance santé et prévoyance. Donc, un Français qui part à l'étranger et qui veut être couvert pour ses dépenses de santé avec l'équivalent de la sécurité sociale française mais à l'étranger. Mais on a donc l'activité dont on parle aujourd'hui, c'est de permettre de continuer à cotiser pour sa retraite française alors qu'on est à l'étranger. Alors, concrètement, quand on s'expatrie en matière de retraite, le premier élément important, je pense que vous l'avez vu aussi dans ce qu'ont dit mes collègues, c'est de regarder si le pays a une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France. Alors vous allez me dire, comment le savoir? Pour le savoir, c'est très simple. Vous avez un site internet, celui du CLEIS, C-L-E-I-2-S, le CLEIS, donc c'est le site cleis.fr, où sont répertoriées toutes les conventions internationales existantes entre la France et les pays. Donc c'est un bon moyen de savoir rapidement s'il existe ou pas une convention de sécurité sociale avec un pays. Alors, pourquoi c'est déterminant? Vous l'avez compris, c'est que si le pays est conventionné, l'expatrié va finalement cotiser éventuellement au régime local quand il y en a un. Enfin, il va cotiser donc au régime local et il aura cessé donc de cotiser pour sa pension de base en France. Mais l'existence d'une convention permettra, comme l'ont expliqué mes collègues, que les trimestres soient quand même comptabilisés éventuellement par la France au moment du
départ en retraite, ce qui fait qu'on sécurise une durée de cotisation. Attention, une durée de cotisation, pas un montant. Et on a vu que dans les paramètres de la retraite, il y a le niveau de salaire. On prend les 25 meilleures années. Donc, ce qui va être déterminant, c'est de regarder si, dans le cas individuel qu'on observe, est-ce qu'on a intérêt à cotiser en réel avec des montants et on passe par la CFE, ou est-ce qu'on a déjà ces 25 meilleures années et qu'on veut simplement avoir la durée de cotisation nécessaire et qu'une une convention existante peut suffire. Donc il y a un examen un peu individuel à avoir. Quand on est dans un pays non conventionné, il n'y a aucune reconnaissance par la France des cotisations qu'on peut avoir dans le pays considéré. Donc là, on a uniquement on aura la pension française pour ceux qu'on a cotisés quand on est encore en France, mais vous avez vu qu'il y a des mécanismes de décote qui fait qu'elle peut assez vite être réduite à peau de chagrin cette pension française. Et puis, vous aurez une pension de retraite locale, mais qui dans certains pays est inexistante ou très faible. Et c'est là, dans ces pays-là en particulier, que la CFE peut être très intéressante, puisqu'elle va permettre de continuer à cotiser au régime français et donc de préserver sa retraite comme si on n'avait jamais quitté la France. Donc là, on a mis le schéma de cotisation avec la CFE. Donc, comme vous voyez, vous cotisez d'une part pour le régime local, donc le fait de cotiser pour la CFE n'exonère jamais des obligations locales. Vous êtes dans un pays donné, s'il y a des cotisations obligatoires, vous devez les payer. La CFE, c'est en plus. C'est un choix volontaire. Donc, vous cotisez à la CFE, ce qui va permettre en fait de valider et des trimestres et un montant. Le mécanisme, en fait, il est simple, c'est que vous cotisez sur un niveau de revenu. Donc, le taux de cotisation est le même que celui que les salariés en France payent, donc on l'actualise chaque année quand il évolue. Donc, on module nos cotisations en fonction. La CFE donc, va vous demander dans quelle tranche de salaire vous êtes. On va appeler la cotisation, vous la payez à la CFE, et la CFE, chaque trimestre, reverse à la CNAV les montants cotisés en intégralité, et ce qui vous permet en fait de continuer à cotiser à la retraite alors que vous êtes à l'étranger. Donc c'est ce mécanisme tout simple qui permet que vous ayez votre relevé de carrière complet, puisque tout est pris en compte exactement comme si vous cotisiez en France sur votre niveau de salaire. Voilà, alors il y a quand même des conditions d'accès à avoir en tête. Alors, pas forcément la nationalité française ou européenne, comme c'est le cas pour la santé à la CFE. Ce n'est pas une question de nationalité, mais il y a des critères d'accès parce que le législateur a voulu protéger en quelque sorte le régime français en limitant les possibilités de cotiser à la retraite via la CFE quand on est à l'étranger. Donc, il faut être né en France ou avoir relevé d'un régime français obligatoire pendant au moins 5 ans. Alors, quand on dit relevé, ça peut être un enfant, parce que quand on est en France et qu'on grandit en France, on est affilié à la CAF, on est identifié à la CPAL, etc. Donc, le seul fait d'avoir vécu en France en général 5 ans permet d'atteindre cette cotisation, cette condition. Ou bien, il faut avoir travaillé 6 mois en France avant le départ, avoir donc cotisé pendant 6 mois, et dans ce cas-là, vous pouvez également être couvert par la CFE. On va vous demander d'être salarié à l'étranger, ce qui vous permettra de nous donner votre tranche de revenus, ou bien d'être inactif, chargé de famille d'un enfant de moins de 20 ans. Ce qui permet notamment, ça c'est important, pour les conjoints ou les conjointes qui suivent un expatrié, parce que c'est quand même un cas assez fréquent et qui n'ont pas forcément un emploi, de pouvoir cotiser pour leur compte aussi. Dans ce cas-là, on cotise sur le montant minimal, c'est-à-dire celui d'un SMIC. C'est une cotisation un peu moins élevée qui permet de valider des trimestres. Alors concrètement, comme je le disais, la CFE agit un petit peu comme une URSSAF, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes inscrit à l'assurance vieillesse CFE, chaque trimestre, sur votre espace personnel en ligne, vous recevez un appel de cotisation, vous réglez vos cotisations, donc il y a différents moyens de le faire bien sûr, et nous, on va reverser cette cotisation à la CNAV, et puis chaque année, la CNAV actualise votre relevé de carrière en enregistrant toutes ces cotisations sur votre relevé de carrière. Voilà, donc c'est tout à fait transparent. Et il n'y a pas ce frein qu'on citait tout à l'heure du fait que les conventions de sécurité sociale, ça c'est limite quand même, on a dit à la fois sur la non prise en compte du montant, et l'autre limite, effectivement, c'est le nombre de conventions. On voit de plus en plus de gens maintenant, nous, qui ont une carrière internationale, mais qui font plusieurs pays dans leur carrière.
Et effectivement, vous ne pourrez pas arriver au moment de la liquidation de la retraite faire valoir 4 ou 5 conventions. Ce ne sera pas possible. Alors que la CFE, elle mérite de la simplicité pour la Caisse nationale vieillesse ou la CARSAT qui liquidera la retraite, puisque c'est comme si vous aviez continuellement cotisé au régime français. Il n'y a pas cette notion d'expatriation, de convention successive, etc. Voilà, donc si on résume alors l'intérêt de cotiser à la CFE, alors pour la pension de base, donc la partie premier niveau, hein, c'est la CFE, la seule possibilité de le faire, c'est important de le dire, c'est dans le cadre de nos missions de service public, il n'y a que par la CFE que vous pouvez le faire. Il existe bien sûr des solutions privées, des retraites par capitalisation, mais la cotisation à la pension de base française, ça ne peut se faire pour un expatrié que par la CFE. C'est indispensable, en tout cas très fortement recommandé dans les pays où on n'a pas, où il n'y a pas de convention avec la France et où le niveau de retraite local est très bas. Il y a quand même beaucoup de pays, quand vous regardez ce que vous pourrez avoir en retraite, vous vous rendez compte qu'on est très en dessous de ce que propose le système français. Donc vous conservez le lien avec le régime français et puis on valide non seulement des trimestres mais des revenus. Alors c'est vraiment un calcul personnel à faire en fonction du pays, de l'âge, de la situation. Si on ne cotise pas la CFE, en fait, le risque qu'on prend, c'est d'avoir, surtout si on a cotisé un peu en France avant de partir, c'est qu'on est cotisé à fond perdu avant de partir. Vous avez quand même quelques années de cotisation, vous partez vivre à l'étranger, et en ne faisant pas cet effort de garder le lien avec la CFE, eh bien, on va avoir une retraite très minorée. C'est quoi les démarches pour cotiser à la CFE? Alors, pour adhérer à la CFE, alors, vous avez un site internet cfe.fr, rubrique assurance retraite, et on peut adhérer en ligne. On vous demande simplement de remplir une fiche d'inscription et de fournir des justificatifs, notamment le niveau de revenu, pour nous permettre de calculer la retraite, enfin la cotisation. Et ensuite, on vous fait donc les appels de cotisation réguliers. Voilà, donc situation à voir pour chacun, mais vraiment question à se poser. Nous, c'est vrai que quand on fait des conférences à l'étranger, on voit quand même beaucoup de personnes qui viennent nous voir en regrettant de ne pas avoir adhéré dès le départ à la CFE. C'est une question à se poser dès l'arrivée, parce que si, comme disait Françoise, si vous attendez 7-8 ans d'être vraiment installé, de vous dire là j'ai les moyens, je commence à cotiser, vous avez laissé s'accumuler un trou important dans votre vie de carrière, et on ne peut pas cotiser rétroactivement sur 7 ou 8 ans. Il y a un système de rachat de trimestre éventuellement, qui est beaucoup plus limité via la CNAV, mais à la CFE, on vous prend à partir du moment où vous adhérez. On ne va pas revenir en arrière sur des années. Voilà, je vais laisser Alexis conclure sur comment ça fonctionne de la même manière avec la complémentaire. Voilà, donc vous allez vous expatrier, vous êtes dans un pays où il y a un niveau de pension qui n'est pas terrible, vous décidez de cotiser à titre volontaire au régime Agirc-Arrco. Les conditions, c'est soit avoir déjà cotisé à une caisse de retraite en France, soit cotiser simultanément au régime de base de la CFE, ou soit et avoir une activité salariée. Alors, bien entendu, un étudiant qui n'a pas encore travaillé en France, on fera une exception, il n'a pas forcément déjà cotisé à une caisse de retraite. Mais l'idée, c'est de se dire, là, on est là pour assurer une continuité des droits. Donc, quelqu'un qui a travaillé en France, qui va à l'étranger, qui a peut-être vocation de revenir, il a intérêt à accumuler des points de retraite tout au long de sa carrière pour avoir une bonne pension à la fin. Voilà. Les modalités, je vais juste préciser, en fait, il y a deux manières de cotiser en tant qu'expatrié, sachant que dans tous les cas, c'est facultatif. Autant un salarié en France, l'employeur a une obligation de cotiser pour lui à l'ensemble des régimes de sécurité sociale. Autant les régimes Agirc-Arrco comme le retraite de base, elle est complètement facultative. Soit vous êtes envoyé par une entreprise française et vous avez un contrat de travail qui est maintenu avec cet employeur français. Elle peut vous affilier dans sa caisse de retraite, un peu comme les autres salariés qui sont en France, mais sauf que c'est un petit paquet à part, des expatriés. Et à ce moment-là, votre employeur français continuera à cotiser comme un salarié en France. Ou alors, vous n'avez pas d'employeur français ou il ne vous le propose pas, vous pouvez adhérer à titre individuel. Et dans ce cas-là, c'est la caisse de retraite de Malakoff Humanis, qui s'appelle Malakoff Humanis International Agirc-Arrco, plus connue parce qu'autrefois, ça s'appelait la CRE-IRCAFEX, caisse de retraite des expatriés.
Voilà, donc certains ont peut-être entendu parler de la CAFEX. Et puis, donc, ben là, les modalités, c'est simple, vous allez sur notre site, vous faites une demande, on vous envoie un bulletin d'adhésion, et la personne envoie un bulletin d'adhésion avec les justificatifs, et puis on va l'enregistrer. On va prendre en compte le salaire qui a été indiqué sur le bulletin d'adhésion, donc on peut cotiser sur un salaire volontaire, on n'est pas obligé de cotiser sur le salaire réel qu'on touche. En plus, le salaire brut à l'étranger est souvent très différent de celui qu'on a en France, parce que les charges sociales, les impôts, tout ça peuvent être différents. Donc on cotise sur une base volontaire, c'est un peu la différence avec la France. Et sur cette base, nous appellerons les cotisations tous les trimestres. Voilà, ben, si je ne cotise pas, je n'ai pas de points à GER-Carco pendant la période d'expatriation. C'est aussi simple que ça. Tous les points que j'ai acquis en France, ben, ils vont être gardés, bien au chaud. Ils ne sont pas perdus. Voilà, mais on ne continue plus à accumuler des points. Si j'ai cotisé, eh ben, on a les points à GER-Carco comme si on était en France. Et on a ce cumul de points, puisque c'est ça qui va faire in fine le montant de la pension. Alors, on l'a vu très brièvement tout à l'heure, les montants sont élevés si je prends le régime de base et la retraite complémentaire. Donc, quelquefois, il faut faire des arbitrages. Est-ce que je prends l'un, est-ce que je prends l'autre, est-ce que je prends les deux? Tout ça, ça va dépendre de votre historique, du pays dans lequel vous êtes. Il y a des pays qui ont peut-être des régimes de base très bien et qui sont coordonnés. Alors, vous allez peut-être vous dire, c'est mieux de faire le régime complémentaire. Mais dans d'autres cas, il va plutôt falloir privilégier le régime de base, et puis si ça coûte trop cher, pas de retraite complémentaire en disant j'aurai peut-être la pension du pays dans lequel je suis. Donc ça c'est du cas par cas qui dépend de chacun. Et à la CSE et comme chez nous, on a une équipe de conseillers qui sont spécialisés dans la protection sociale des expatriés, donc vous pouvez les appeler et ils pourront vous conseiller en disant en fonction du pays, il y a une convention, il n'y en a pas, vous donner quelques idées du niveau de pension existant. Alors quelquefois c'est évident, si vous allez vous expatrier en Thaïlande, vous savez bien que, oui, il y aura peut-être un régime de retraite en Thaïlande, mais le niveau de vie avec la France est tel que ça ne sera jamais du niveau français. Donc c'est là où vous direz, oui, il faut peut-être que je cotise. Si vous vous expatriez en Suède, Suède a un régime de protection sociale très développé. Il n'y a peut-être pas besoin de cotiser ni au régime de base, ni au régime complémentaire. Tout dépend du pays dans lequel vous allez. Et on est à votre disposition pour vous renseigner, pour vous aider à prendre un choix, pour dire combien ça coûte, bien entendu, parce qu'il faut faire des simulations de prix. Et puis tout ça, ces simulations, ces discussions permettent aussi quelquefois de négocier avec votre employeur, si vous avez la chance, et de dire, j'aimerais une participation, est-ce que c'est possible? Bon, quelquefois, c'est possible, quelquefois ça dépend. Ça dépend un peu des situations. Voilà. Je termine, je ne sais pas si tu veux faire la fin. Vous avez une diapo finale avec tous les contacts, on pourra vous les donner. Donc n'hésitez pas à nous contacter par courrier électronique, au téléphone, comme vous le souhaitez, et puis on pourra répondre à vos questions. Maintenant, on va peut-être passer aux questions s'il y en a dans la salle ou sur Internet. Oui. Vous militez pour la GER-Carco et vous militez pour la CFE. Alors, c'est quoi la différence? C'est lequel je pense à paroisse. Non, le système français est constitué des deux blocs. Pour quelqu'un qui travaille à l'étranger, dans un pays qui n'est pas reconnu. Le système français est constitué des deux blocs. Donc, si vous voulez la même chose qu'en France, vous cotisez aux deux. Comme ça, vous avez la base, vous avez la complémentaire, vous avez la même chose qu'en France. Si vous êtes dans un pays qui n'a pas de convention, voilà, idéalement, il faut prendre les deux. Si vous prenez que l'un, vous n'aurez pas une pension complète. Et là, il faut peut-être plutôt privilégier la retraite de base pour avoir une continuité. Parce que ne pas avoir une pension complète au régime de base, ça sera aussi pénalisant pour votre retraite complémentaire, pour les droits que vous avez acquis en France. Donc, on ne peut pas dire comme ça dépend du pays, il faut faire du cas par cas. Mais en cotisant aux deux, vous faites comme si vous étiez en France. Ce n'est pas l'un qui est mieux que l'autre, en France, il y a les deux. Par exemple, en Chine, je ne parle pas pour moi, je parle pour mon fils. En Chine, il n'y a pas de convention sécuritaire avec la Chine. C'est mieux la CFE ou c'est mieux. C'est mieux les deux. En fait, c'est un peu. Et si vous devez faire un arbitrage, moi je dirais aussi ici, plutôt privilégier le régime de base. Et si votre fils a un moyen, en plus le régime complémentaire. Mais plutôt le régime de base. On peut prendre on peut prendre une comparaison, c'est la santé en France où vous avez la sécurité sociale et une mutuelle en plus. Vous pouvez vous contenter de la sécurité sociale, mais vous avez des restes à charge, etc. Donc vous pouvez prendre la mutuelle et avoir une couverture plus intéressante.
Et ça fonctionne un petit peu pareil là, c'est-à-dire que nous, on va dire c'est un socle et on est complémentaires en fait. Alors après, ça dépend des moyens que votre fils peut mettre aussi sur sa protection sociale et de ce qu'il souhaite à la fin et de l'intérêt de sa situation. Mais c'est pas en concurrence, pas l'un ou l'autre. Et d'ailleurs, la GRCARCO demande à ce qu'il y ait une cotisation CFE. Pour avoir accès au niveau 2, à la complémentaire, il faut déjà cotiser pour le régime de base à la CFE. Une des conditions. C'est pas obligatoire, mais c'est une des conditions. Vous avez en premier, c'est vous en deuxième, c'est ça. Vous, c'est en plus. En fait, le régime français est constitué d'un régime de base et d'un régime complémentaire. Ça, c'est le régime français. Voilà. Donc, la CFE et la CNAF, c'est le régime de base, mais qui est plafonné. Et au-dessus, il y a le régime complémentaire. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Pour un salarié non cadre, et aujourd'hui, les 2 tiers de sa pension vient du régime de base, 1 tiers de sa régime de la retraite complémentaire. Mais pour un cadre, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt la retraite complémentaire qui lui apporte le gros de sa pension. Donc, si votre fils ou si quelqu'un a des salaires significatifs, il va être pénalisé s'il ne cotise pas au régime complémentaire. Mais il le sera aussi s'il ne cotise pas au régime de base. Donc, idéalement, dans un pays comme la Chine qui n'a pas de convention, idéalement, il faudrait cotiser aux 2. Okay. S'il y a pas après, ça coûte cher. Donc, si c'est trop cher, il faut faire un arbitrage. Voilà. Un choix. Sachant que c'est les 20 meilleures années, donc comme il est jeune, il a 26 ans. Pardon, 25 meilleures années, sachant qu'il n'a que 26 ans, il a le temps, quoi. Non, puisque les 25 meilleures années, si vous avez remarqué, non, monsieur, c'est pour la moyenne. Mais il faut quand même une durée complète pour avoir le taux plein. Il faut quand même 42 ans. Oui, mais donc c'est pour ça que cotiser. Voilà. Et comme la Chine, il n'y a pas de convention. Il faut au contraire se poser la question maintenant parce que justement, par exemple, on avait fait une conférence à Singapour, qui est un pays aussi qui n'a pas de convention avec la France, et où on a rencontré des personnes justement qui trentenaires, on va dire, et qui ont attendu de s'installer et d'être plus à l'aise financièrement pour se poser la question de la retraite. Et le problème, c'est qu'ils avaient laissé passer 5 ans, 6 ans, 7 ans en arrêtant de cotiser à la GRCARCO et au régime de base. Et dans ce cas-là, il y a un trou important et c'est pénalisant. Donc en fait, non, s'il a 26 ans, c'est effectivement une question à se poser dès le départ. Lui, il s'en pose pas, il a 26 ans. Non, c'est normal. C'est pas à la retraite à 26 ans. Et c'est doublement pénalisant puisque non seulement vous avez un abattement, et puis pendant cette période, vous n'avez pas cotisé. Voilà. Donc vous avez cotisé moins et en plus, sur ce que vous allez cotiser plus tard, vous aurez un abattement parce que vous n'avez pas une durée complète. Donc c'est important d'avoir une durée complète. Merci. Politique pour le Royaume-Uni, parce que j'ai une question que monsieur, mais pour le Royaume-Uni par exemple. Alors le Royaume-Uni, oui, effectivement, ne fait plus partie de l'Union européenne, mais il est associé. Et là, je ne sais pas si le Royaume-Uni a... Alors il y a une convention. Il y a une convention. La question c'est est-ce qu'il y a totalisation des périodes avec les pays de l'Union? Je ne pense pas. Et je pense que c'est terminé. Quand vous allez y aller là ou... Enfin non, c'est pour mon fils qui envisage d'y aller. Ah, qui envisage. Ah oui, alors là, du coup, il sera, comme ils ne font plus partie de l'Union européenne, ils sont considérés comme une convention, comme un pays hors Europe. Mais il y a une convention bilatérale. Voilà. Enfin, c'est un bon exemple parce que les pensions au Royaume-Uni sont parmi les plus basses d'Europe. Donc, se dire je ne vais compter que sur les pensions britanniques. Alors, si on reste 2 ans, c'est peut-être pas très grave, et puis ces trimestres seront reconnus. Enfin, sur la moitié d'une carrière, il faut avoir mis de côté ou alors avoir un bon fonds de pension pour avoir une bonne pension. Enfin, si vous voulez, certes, le Royaume-Uni versera une pension au prorata, mais ça ne concerne que le régime de base britannique, qui est l'équivalent du régime minimum vieillesse en France. Vous voyez, c'est pas énorme. Hein. Et la retraite supplémentaire ou complémentaire britannique ne fait pas partie de la coordination européenne, n'est pas liée aux conventions de sécurité sociale. Donc là, il peut y avoir des impacts fiscaux, ça peut être compliqué de rapatrier ces fonds, et donc il faut aussi faire attention. Donc dans ces cas-là, il n'est pas indispensable d'être affilié à la CFE et de cotiser avec l'ACOF. Pendant quelques années, peut-être pas, mais s'il reste 10 ans, il aura une pension. Aujourd'hui, avec les chiffres qu'on connaît du Royaume-Uni, s'il reste 10 ans, il aura une pension beaucoup plus basse que s'il avait cotisé. Donc il a tout intérêt à le faire. C'est jamais perdu de toute façon. Hein. De la double cotisation, c'est aussi une double pension. C'est-à-dire qu'en plus de sa pension britannique, il aura une pension française. Voilà. On ne cotise pas à perte, dans tous les cas, quand on est expatrié. Non, sauf pour les fonds de pension, parce qu'effectivement, au Royaume-Uni, ils ont des fonds de pension. Et le souci, c'est qu'au moment de la retraite, s'ils ne résident plus au Royaume-Uni, ils ne peuvent pas rapatrier les fonds. Ça dépend de chaque pays.
Oui, c'est ça. Mais j'ai eu le cas, moi, Ah oui. pour le Royaume-Uni, donc faut y penser, quoi. Bon, après, je sais, quand on est jeune, c'est pas forcément la question qui vient en premier. Mais... Quel est le délai pour un transfert vers... Là, moi, c'est un projet sur la Belgique. Quel est le délai de transfert du dossier de retraite? Le dossier de Pour faire retraite, valoir ses droits. En fait, je fais valoir mes droits ici et après, je pars en Belgique. Je pars pas avant. Quel est le délai de et transfert? vous avez travaillé en Belgique? Non, Non, vous avez travaillé qu'en France. Après, je fais liquider ma France. J'ai travaillé en Ok. France. Je liquide en France Oui. et après, je pars en Belgique. Bah, en fait, une fois que vous avez votre retraite, vous allez où vous voulez et vous faites ce que vous voulez. Il faut nous signaler votre nouvelle adresse. Vous pouvez conserver votre compte bancaire en France si vous le souhaitez, ou un nouveau compte bancaire qu'il faudra nous transmettre également. Et vous aurez besoin de fournir une attestation d'existence ou un certificat de vie chaque année. Sauf qu'avec la Belgique, vous avez de la chance, nous avons fait des échanges. Donc nous échangeons avec la Belgique tous les mois et il n'y a plus besoin de fournir de certificat de vie puisque tant que la Belgique ne nous fournit pas une date de décès, cela veut dire que vous êtes toujours en vie. Donc on continue à vous payer votre retraite. Mais non, si j'ai bien compris, je dois transférer quand je suis là-bas. Il y a un transfert. Non, ça c'est pour la santé peut-être. Non, il n'y a pas de transfert de retraite. La retraite, elle est toujours payée par la Par la France France. et Moi, c'est sur parce que un j'ai compte dit- bancaire où vous voulez. Après, pour la maladie, c'est autre chose. Vas-y, c'est autre chose, vous dépendrez du régime belge. Mais, Oui. la retraite, alors c'est un des Ouais, intérêts c'est parce que j'ai- du régime français, c'est que la retraite elle est exportable sans condition. Oui. On n'a pas de contrainte. Vous décidez de prendre votre retraite à l'étranger, ben, vous avez le droit. Voilà. Alors que dans certains pays, ben, notamment dans les régimes de fonds de pension complémentaires par capitalisation, vous pouvez avoir des obligations de résidence fiscale ou sociale, par exemple, pour exporter les droits. Donc, vous pouvez avoir ces contraintes-là que vous n'avez pas avec les régimes obligatoires français et européens au sens large. Donc je comprends que je liquide ma retraite en France. J'ai travaillé en France, je liquide ma retraite Oui. en France et je n'ai pas d'action à faire auprès d'une caisse de retraite belge. Si vous n'avez pas travaillé en Belgique, Ben vous non, n'avez non, pas eu non, des non. droits en Ah, ben Belgique, non, là. Non, pas du tout. D'accord. Non, c'est à nous qu'il faut ça. C'est nous nous qu'il qui faudra prévenir. Alors, si vous pouvez avoir l'adresse en amont et nous prévenir suffisamment tôt, de toute façon, ce qui n'est pas de souci, c'est encore mieux. On va passer aux questions. Voilà, j'ai des questions rapides et assez générales. Est-ce qu'on peut cotiser à la retraite CFE sans cotiser à l'assurance santé? Tout à fait, oui, les garanties sont indépendantes. Donc, à la CFE, on peut cotiser que pour la santé, que pour ce qu'on appelle les risques professionnels, accidents du travail et maladies professionnelles, ou que pour la retraite, ou deux des trois, ou les trois. C'est vraiment à la carte. Donc, c'est totalement indépendant du reste. Et on a certains assurés qui ne sont que sur la retraite chez nous, parce que, par exemple, sur la santé, ils ont une bonne assurance locale fournie par leur employeur, par exemple. Est-ce qu'on peut adhérer à la CFE si on n'a pas de compte en banque en France? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, après, c'est à la personne de voir la manière dont elle peut régler les cotisations. Donc, l'avantage d'un compte en banque, ou en tout cas d'un compte dans la zone CEPA, c'est que vous pouvez mettre en place des prélèvements automatiques. Donc, vous n'avez plus à vous soucier des paiements trimestriels à la CFE. Ça se fait, je dirais, de manière automatique. Quand vous avez un compte à l'étranger, vous pouvez régler par carte bancaire, par PayPal, par Amex, par virement, ou encore par chèque, même si évidemment ce n'est pas le mode le plus recommandé. Mais donc, vous utilisez tous les moyens de paiement à disposition. Donc, le fait de ne pas avoir de compte bancaire français n'est pas un problème. Est-ce que la CFE dispose d'une simulation de retraite? Demande Laurent. Nous, non, ce serait plutôt Alors, la CNAV. oui, sur le site de la CNAV, donc l'assurance-retraite.fr, vous avez des possibilités de simulation, sinon sur Info Retraite. Et là, vous pouvez faire des simulations avec des projections, éventuellement, de salaire. Mais bon, quand on a 30 ans, c'est un peu compliqué de faire des projections parce qu'il peut y avoir notre réforme. Mais quand on approche de l'âge de la retraite, ça peut être intéressant, effectivement. Justement, il y a Pierre qui demande si c'est intéressant de cotiser à la CFE quand on n'a que 47 ans.
Tout dépend, en fait, tout dépend de ce qu'il a fait avant ses 47 ans. C'est-à-dire que pour moi, si à 47 ans, s'il a une carrière pour l'instant, qu'il a cotisé tous ses trimestres, il est en bon chemin pour avoir une belle retraite du régime de base français. Donc il a tout intérêt, à mon avis, à continuer à cotiser. Si par contre, arrivé à 47 ans, il est expatrié depuis 20 ans et qu'il n'a jamais cotisé à la CFE, à mon avis, il est trop tard et il faut qu'il compte. J'imagine qu'il aura essayé d'épargner, d'avoir une retraite par capitalisation ou une autre retraite. Mais par contre, après 20 ans passés à l'étranger, s'il n'a jamais cotisé dans le système, en général, c'est plus la peine. Voilà, donc ça dépend vraiment de ce qu'il a fait jusqu'à ses 47 ans. J'ai une dernière question de Christine qui demande si elle peut avoir accès aux soins, si elle cotise à la CFE et si elle rentre de temps en temps en France. Absolument. Alors ça, c'est du coup, c'est sur la santé. Voilà. En matière de santé, donc la CFE, il y a deux types de couverture. Il y a une couverture sur le monde entier. Donc, je ne sais pas, par exemple, vous allez vivre au Brésil. Vous êtes couvert pour vos soins au Brésil, mais aussi en France quand vous rentrez, mais aussi aux États-Unis quand vous êtes en vacances, à hauteur des garanties de la CFE, bien sûr. Et vous pouvez d'ailleurs prendre en plus un deuxième étage, là aussi nos partenaires proposent, l'équivalent, on va dire, d'une mutuelle, mais à l'étranger, qui vient s'ajouter au remboursement de la CFE. Ça, c'est possible. Et il y a maintenant, depuis quelques années, la possibilité de prendre une couverture santé. Alors ça marche très bien, d'ailleurs, depuis que ça a été créé, uniquement pour les soins en France. C'est-à-dire, vous partez, je reprends mon exemple, vous partez vivre au Brésil, mais au Brésil, vous prenez une assurance locale qui vous convient, qui peut-être ne vous couvre qu'au Brésil, par contre, c'est souvent le cas, et vous souhaitez pouvoir revenir en France régulièrement, vous faire soigner, vous dites en cas de gros pépin, j'irai me faire hospitaliser en France, etc. Et on a une couverture qui s'appelle France Expat Santé, elle est sur le site internet, France Expat Santé, qui ne couvre que les soins en France. Donc il faut être expatrié, bien sûr, mais c'est intéressant pour des gens qui reviennent, je dirais, régulièrement en France. Vous êtes couvert aussi bien pour une simple consultation que pour de l'hospitalisation. Et évidemment, sur l'hospitalisation, c'est très intéressant parce que la CFE rembourse comme la sécurité sociale, et vous savez que vous avez des restes à charge sur les consultations avec les dépassements d'honoraires, etc. Mais que quand vous avez du gros risque, l'hospitalisation, c'est la sécurité sociale qui prend l'essentiel des dépenses. Donc de la même manière, nous, la CFE, on va rembourser l'essentiel des dépenses. Donc c'est un produit qui a quelques années et qui fonctionne très bien, France Expat Santé. Pardon, juste une dernière question qui est très technique. Est-ce qu'il faut commencer à cotiser à la CFE avant de partir ou une fois sur place? Alors, en fait, vous pouvez, avant de partir, normalement, vous cotisez encore à la CNAF, donc avant, c'est pas possible. L'idéal, c'est au moment de... En fait, il faut prendre contact avec nous un peu avant le départ, dans l'idéal, pour commencer à cotiser à la CFE aussitôt que vous arrêtez de cotiser chez vous, à la CNAF. Voilà. Donc, l'idéal, c'est de le faire à ce moment-là. Voilà, c'est au moment du départ de France. On peut le faire après aussi. Alors, on peut le faire après, mais plus vous attendez, plus vous risquez d'avoir un trou, parce que voilà, si vous attendez 2 ans, nous, la CFE va démarrer au bout des 2 ans, et vous aurez 2 ans non cotisés. Voilà. C'est pas l'idéal. Voilà, l'idéal, c'est dans les 6 mois qui suivent le départ de France. Une question concernant les cotisations. En tant qu'expatrié retraité dans un pays de l'Union européenne, peut-on garder sa sécurité sociale en France et lorsqu'on revient faire des soins consultés, parce qu'il faut adhérer à la CFE quand même on n'est pas retraité. Quand vous êtes retraité, alors là c'est un cas un peu spécifique. Au sein de l'Union européenne, je précise. Oui. Et alors vous avez cotisé au moins 15 ans en France? Ah oui, Parce qu'il y a parce que sur votre pension de retraite, vous avez une cotisation au titre de l'assurance maladie qui s'appelle la COTAM et qui vous donne des droits à vie en fait à la sécurité sociale française de santé. Donc vous pouvez aller vivre à l'étranger. Alors on disait Belgique tout à l'heure, mais dans un pays européen. Et vous gardez votre carte vitale. Vous pouvez continuer à revenir vous faire soigner en France avec votre carte vitale. Et finalement comme aujourd'hui. Mais c'est vraiment si on est retraité et qu'on a 15 ans de cotisation. Oui, donc si on est à taux plein, enfin, le retraite est liquidée, au moins 15 ans. Carrière complète. Pas forcément le taux plein, mais au moins 15 ans. D'accord. Et pour cotiser, il faut obligatoirement le fiche de paie, le contrat de travail. Je parle à l'étranger. Pour cotiser sur la retraite, on va demander une fiche de paye, sauf pour les inactifs, comme on disait, chargés de famille. Où là, mais la fiche de paie, elle permet de vérifier le statut et elle permet de situer le niveau des cotisations. Parce que
On cotise au maximum, je crois que cette année c'est 2070 € par trimestre, donc sur le salaire au plafond. Et puis le premier niveau doit être autour de 1000 € par trimestre, donc selon le niveau de revenu que vous indiquez. Donc c'est pour ça qu'on demande des bulletins de paie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Une question pour madame. Lorsqu'on a travaillé à l'étranger, dans un pays qui a une convention avec la France, les années cotisées donc, dans le pays en question, est-ce qu'elles sont, enfin, c'est le pays qui paye, enfin les pays en question qui règlent le quota, mais est-ce que c'est payé en France ou dans le pays d'origine? Je n'ai pas très bien saisi en fait. À quel pays pensez-vous? Alors, je parle de l'Algérie, parce que j'ai travaillé avec des années en Algérie. Et donc, je voulais savoir si. Alors, j'ai pas très bien compris comment c'est. Effectivement, il y a bien une convention. On leur demande la validation de leur trimestre au moment où vous prenez votre retraite. On l'inclut dans le calcul, ça, il n'y a pas de problème. En revanche, pour le pays, donc l'Algérie en l'occurrence, qui est censé vous payer votre retraite, attention, il y a des conditions, il faut avoir un compte bancaire dans le pays, et alors pas de résidence, mais au moins avoir un compte bancaire dans le pays, et ça, il faut voir ça avec eux. Oui, donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas transmis à la caisse de retraite française. C'est ce que je comprends. Ah, le montant, non. Voilà, c'est tout à fait indépendant. Oui, ah bah non, ils nous envoient pas. Non, mais je ne connais pas comment ça se fait. C'est payé à chaque personne, mais il y a des conditions, il y a à voir avec eux. Et les conditions peuvent être différentes d'une convention à l'autre. Après, aujourd'hui, quand la France renégocie, généralement, on essaie d'avoir des conditions assez claires, et la plupart du temps, on demande en réciprocité que la pension puisse être exportée en France sans problème. Et ça, on parle de conventions qui ont 50 ans, donc voilà, historiquement, il y a peut-être des différences. Concernant les soins de santé, alors, s'il y a des questions très précises, on va peut-être arrêter la conférence, parce que là, on déborde un peu sur la santé, mais on va rester là. Et on y répond, si vous êtes d'accord. Du coup, on va remercier les personnes qui sont nous. On reste avec ceux qui sont dans la salle. On va remercier tous ceux qui nous ont suivis à distance. On espère que cette conférence aura répondu à vos questions. Et puis, donc, vous avez noté les institutions qu'on représente, donc la CNAV, la Caisse des Français de l'étranger et Malakoff Humanis, auprès desquels vous pouvez trouver des informations dans nos sites internet notamment. Et on a donné nos contacts sur la présentation. Donc n'hésitez pas à solliciter l'examen de vos situations particulières. Voilà, merci et à bientôt à la Maison d'Expatriation. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.